Ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi pour vous parler des principes généraux en matière d'assurance invalidité. L'idée de la présentation, en somme, c'est de renseigner les gens sur les droits dont ils peuvent disposer en matière d'assurance invalidité, en quoi consiste la protection, quelles sont les principales composantes de cette protection-là. Et également, je vais traiter de l'incidence de l'invalidité sur le lien d'emploi. Parce que souvent, les protections d'assurance dont on dispose sont en milieu de travail, donc elles sont offertes parce qu'on est au travail. Et évidemment, quand les gens sont atteints d'invalidité, ben là, ils sont plus en mesure de fournir une prestation de travail comme auparavant. Et à un moment donné, ben l'objectif du contrat de travail, c'est de dispenser une prestation de travail. Et il peut arriver assez fréquemment là, que cet objectif-là de dispenser une prestation de travail puisse plus être rencontré par la personne invalide, ce qui fait en sorte que le lien d'emploi risque d'être compromis. Alors, en quelles circonstances ça peut arriver et quels sont les éléments à considérer, à quel moment l'employeur peut être justifié de mettre fin au lien d'emploi pour cause d'invalidité. Là, il se passe quelque chose? OK. Non, c'est beau, merci. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan de la présentation. Donc, la réclamation de la prestation d'assurance invalidité est le premier point. Comment ça se fait, comment on procède pour réclamer des prestations de l'assureur. Dans un deuxième temps, on va considérer les rapports et examens médicaux qui peuvent être déposés dans le cadre d'un recours et également la preuve de l'invalidité. Comment on fait pour prouver l'invalidité totale lorsqu'on est atteint, entre autres, du syndrome de fatigue chronique, qui est une pathologie où les principaux symptômes, je vous dirais, sont davantage ressentis par la personne qu'objectivables. Comment on fait pour prouver ça? Puis souvent, l'assureur va nous dire, ben là, vous n'avez pas objectivé vos symptômes, de sorte que nous, on ne peut pas vous verser la prestation. Qu'est-ce qui se passe en pratique dans ces situations-là? Auparavant, je vais vous faire une introduction. Pour bien comprendre tous ces concepts-là, il faut avoir une idée peut-être un petit peu plus générale du contexte. Et dans le cadre de l'introduction, on va considérer certains principes directeurs en matière d'assurance. Bon, premièrement, la définition du contrat d'assurance dans le Code civil, elle est à l'article 2389. Et il y a 3 éléments à retenir de cette définition-là. Le contrat d'assurance, c'est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. Alors, les 3 éléments, premièrement, la prime, c'est ce qu'on doit débourser pour avoir la protection. C'est pas un contrat gratuit. L'assureur ne fait pas une faveur quand il paye la prestation. Les gens ont payé pour la protection. La prestation, qui est payable, elle, par l'assureur, n'est payable que lorsque le risque couvert par l'assurance se réalise. Alors, tout tourne autour de l'assiette du risque. Qu'est-ce que l'assureur s'est engagé à couvrir comme risque? Et en matière d'assurance invalidité, ben, c'est l'invalidité totale que l'assureur couvre. Alors, lorsque la personne répond à la définition d'invalidité totale, ben, vu que la prime a été payée, l'assureur doit généralement verser la prestation. À moins qu'il y ait des exclusions, etc. Là, mais de manière générale, si la personne rencontre la définition d'invalidité totale dans un contrat d'assurance invalidité, le risque couvert est arrivé et l'assureur doit verser la prestation. Maintenant, l'assurance collective. L'assurance collective, en milieu de travail, c'est généralement la protection dont les gens vont disposer. Alors, l'assurance collective, c'est une assurance où, en vertu d'un contrat cadre, des personnes qui adhèrent à un groupe sont couvertes. La notion de contrat cadre, elle est importante. C'est le seul endroit dans le Code civil qu'on parle d'un contrat cadre. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'il y a un cadre qui n'est pas négocié par l'assuré individuellement, mais qui est négocié par une autre entité qu'on appelle le preneur. Et pour être couvert par le contrat cadre, il faut faire partie du groupe déterminé par le preneur. Alors, peut-être une image vaut 1000 mots. Le preneur peut être un employeur, un syndicat, une association. Alors, le preneur va voir un assureur et lui dit « Je veux, par exemple, assurer mon personnel au moyen d'un contrat d'assurance collective qui va comporter médicaments, vie, invalidité, etc. » Et le preneur indique à l'assureur quel est le groupe au profit duquel il veut souscrire le contrat. Et les gens qui font partie du groupe, une fois que le contrat est conclu entre le preneur et l'assureur, vont être invités à adhérer au contrat et on va les appeler les adhérents. Et comme le dit la Cour d'appel dans l'affaire Côté,
il s'agit d'une relation contractuelle tripartite où les véritables interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui négocient la protection, sont le preneur et l'assureur. Mais c'est important de savoir que c'est un contrat tripartite parce que ça permet aux adhérents, vu que même s'ils n'ont pas négocié, vu qu'ils sont reconnus comme des parties au contrat, ça fait en sorte que lorsque le risque arrive, ils n'ont pas demandé la permission au preneur pour poursuivre l'assureur ou pour réclamer la prestation de l'assureur. Ils peuvent la réclamer directement parce qu'ils sont partis au contrat. Et il faut distinguer ça d'un régime auto-assuré. Un régime auto-assuré, c'est un employeur qui dit à ses employés, je vous garantis le paiement d'une prestation si vous tombez malade. L'exemple le plus connu, là, c'est les employés de la fonction publique, les enseignants, les infirmières, qui, en vertu de leurs conditions de travail, bénéficient de 2 ans d'assurance salaire qui est payée directement par l'employeur. Il n'y a pas d'assureur là-dedans, c'est l'employeur qui paye directement. L'employeur, ça va pour le gouvernement qui est en mesure d'administrer son contrat, mais il y a des employeurs qui sont plus petits, qui décident de fonctionner comme ça et qui n'ont pas l'expertise pour administrer un régime d'invalidité à l'attention de leurs employés. Alors, ce que ces employeurs-là vont faire souvent, c'est qu'ils vont signer avec un assureur un contrat d'administration. Les acronymes que vous voyez là, ça veut dire ASO, c'est en anglais, ça veut dire Administrative Services Only, et RASNA veut dire Régime d'avantages sociaux non assurés. Vous voyez que contrairement au contrat d'assurance collective, il n'y a pas de flèche entre l'assureur et les employés assurés. L'assureur administre le contrat de l'employeur, mais c'est l'employeur qui est responsable du paiement des prestations vis-à-vis des employés assurés. Les employés, une fois qu'ils tombent malades, ne peuvent réclamer que de l'employeur. Et la grosse différence entre ça et un véritable contrat d'assurance, c'est en cas de faillite de l'employeur. Parce que comme le régime n'est pas garanti, il n'est pas garanti par un assureur. Alors, si l'employeur fait faillite et que les gens sont couverts par un régime auto-assuré, il risque de perdre le droit à la prestation dans le futur. On a eu une illustration de ça il y a peut-être une quinzaine d'années quand la compagnie Eaton a fait faillite, elle dispensait un régime auto-assuré à ses employés. Et les employés invalides, du jour au lendemain, ont perdu le droit à leur prestation parce que l'employeur était plus solvable et le contrat n'était pas garanti par un assureur. Alors, j'aborde maintenant la question des réclamations de prestations d'assurance invalidité. Alors, je vous l'ai mentionné, de manière générale, dans un contrat d'assurance invalidité, le risque assuré, c'est l'invalidité totale. Et l'invalidité totale, elle est définie en 2 temps, habituellement, dans les contrats standards. Dans un premier temps, souvent, ça va être 2 ans. L'invalidité totale est définie par rapport à la capacité de faire son emploi habituel. On va appeler ça l'invalidité occupationnelle. Et après cette période de temps-là, vous allez avoir une définition plus restrictive de l'invalidité. Après 2 ans, vous allez avoir une autre définition de l'invalidité qui est de nature non occupationnelle. Et là, il faut être incapable d'effectuer un autre emploi rémunérateur pour lequel on est raisonnablement préparé. Vous allez avoir des illustrations plus tard là, dans la présentation en jurisprudence de comment tout ça a été interprété, parce que ça, c'est vraiment central. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'invalidité, elle est définie en 2 temps. Dans un premier temps, propre emploi, et dans un deuxième temps, tout autre emploi rémunérateur. Et habituellement, les problèmes surviennent au changement de définition. L'invalidité occupationnelle, je vous donne une définition type de ce que c'est dans les contrats. Ça se ressemble, là, mais les éléments soulignés sont à peu près toujours là. Premièrement, l'invalidité occupationnelle, ce qu'on indemnise, c'est un état d'invalidité. Ça, c'est important. Souvent, on va dire, on ne paye pas, on va lire dans les lettres de refus, on ne paye pas, il n'y a pas de diagnostic. Techniquement, la définition ne dit pas qu'on a besoin d'un diagnostic. On indemnise un état d'invalidité. C'est plus facile quand il y a un diagnostic. On pose moins de questions quand il y a un diagnostic, mais techniquement, ce qu'on indemnise, c'est un état d'invalidité, et l'état d'incapacité, qui résulte d'une maladie ou d'un accident. Parce que c'est de l'assurance contre la maladie et les accidents par opposition à de l'assurance vie. Et on va voir comment sont définis les termes maladie et accident plus tard. L'état d'incapacité doit nécessiter des soins médicaux.
Ça veut dire, l'état d'incapacité nécessite des soins médicaux, ça veut dire que la personne qui est en état d'incapacité, qui réclame des prestations, doit cependant faire ce que son médecin lui dit pour, dans la mesure du possible, retrouver la santé. Et l'état d'incapacité doit rendre l'assuré totalement incapable d'accomplir les fonctions habituelles de son emploi. Alors ça, c'est la définition occupationnelle, parce qu'elle réfère à l'incapacité de faire son emploi. Maintenant, on va analyser les éléments de cette définition-là. Alors, il faut que l'état d'incapacité origine d'une maladie ou d'un accident. Alors, quand ces termes-là ne sont pas définis à la police, la maladie, ça va être interprété par opposition à l'accident. Alors, la maladie va être considérée comme une cause interne, un désordre de la santé, dans des termes très larges. Là. Ça va être considéré de manière très large. Et l'accident, lui, il provient d'une cause externe. Alors, si l'état d'invalidité provient d'une cause interne, c'est une maladie. S'il provient d'une cause externe, c'est un accident. Ça laisse pas beaucoup de situations qui sont ni des maladies ni des accidents. Les soins médicaux, la nécessité des soins médicaux, je vous ai mentionné que ça participe du devoir de l'assuré de voir à sa santé. On appelle ça, on pourrait l'appeler aussi la minimisation des dommages, c'est-à-dire de faire le nécessaire pour être en mesure de revenir travailler le plus rapidement possible, dans la mesure du possible. Mais par définition, on n'exigera pas d'un assuré qu'il se soumette à des soins médicaux juste pour se soumettre à des soins médicaux si les médecins n'ont plus rien à lui offrir. Puis le meilleur exemple de ça, c'est une vieille décision de 1928, ce qui ne nous rajeunit pas. L'arrêt Barbeau contre Merchants Casualty, où M. Barbeau avait des cataractes et sa police d'assurance disait qu'il fallait qu'il produise un billet du médecin à tous les 7 jours, sinon il perdait le droit aux prestations. Alors lui, il était tout le temps dans le bureau du médecin, puis le médecin, à un moment donné, il a dit, garde, tes cataractes, je vais pouvoir te les opérer dans 6 mois, mais pas avant, là, ils sont pas mûrs encore. Alors arrête de venir me voir. Alors, M. Barbeau a arrêté de produire des billets de médecin, il s'est fait couper par son assureur, il a contesté la décision de l'assureur en disant que les soins étaient inutiles, puis il faisait juste embêter son médecin. Et la Cour d'appel lui a donné raison en disant à l'assureur, écoutez, c'est une interprétation déraisonnable que vous faites. Oui, la nécessité de soins médicaux, mais encore faut-il que les soins médicaux soient utiles. Après ça, le troisième élément de la définition, c'est que l'état d'incapacité doit rendre la personne totalement incapable de faire son travail habituel. Alors, totalement incapable, la Cour suprême du Canada a interprété ça comme voulant dire substantiellement incapable. C'est une grosse différence. Dans l'affaire Paul Revere, Life Insurance contre Sukharov, il manque un E à Revere, vous m'excuserez. C'est une coquille qui m'a échappé. Dans Paul Revere contre Sukharov, M. Sukharov était un entrepreneur qui avait son propre commerce. Et M. Sukharov avait éprouvé des problèmes de santé de nature cardiaque. Et le problème qu'il avait, c'est que quand il voulait rencontrer des clients pour développer son entreprise, il était soumis désormais à des crises de panique. Alors l'assureur a dit, M. Sukharov, on ne paie pas parce que vous n'êtes pas totalement invalide. Le dossier est monté jusqu'en Cour suprême et la Cour suprême a dit, écoutez, l'idée derrière l'assurance invalidité, c'est de permettre à la personne de continuer à recevoir un revenu lorsqu'elle n'est plus en mesure d'obtenir un revenu comparable en travaillant. Ici, M. Sukharov, c'est clair là, que s'il continue à opérer son commerce, il s'en va directement dans la faillite. En substance, ce monsieur-là est pas en mesure d'effectuer son travail habituel. Et c'est là que la Cour suprême a dit qu'il faut interpréter le terme totalement invalide en fonction de la finalité de ce contrat-là, de ce qui était envisagé par les parties. L'affaire Sukharov date de 1983, mais vous voyez que dans des décisions postérieures, la Cour d'appel du Québec a réitéré le concept de totalement incapable, comme voulant dire substantiellement incapable, en raison justement des attentes des parties au contrat d'assurance. Alors, ce qu'il faut retenir, là, le test pour déterminer si quelqu'un est totalement incapable, le test que je considère, je vous dirais, après avoir lu l'ensemble de la jurisprudence, c'est dans l'état de la personne, est-ce qu'un employeur se satisferait de la prestation de travail que cette personne-là est en mesure de lui donner,
ou bien si ça va finir par un congédiement en raison d'un rendement insuffisant. Si la personne est seulement capable de faire un 2 jours semaine, puis elle appelle à tout bout de champ pour dire, ben aujourd'hui je rentre pas, ça file pas, ça sera pas long que ça va finir par un congédiement. Alors, dans un contexte comme celui-là, on est beaucoup plus en présence d'une invalidité substantielle qui empêche la personne de faire son travail habituel que le contraire. Il faut que je pointe par là. Alors, ça, c'est pour l'invalidité occupationnelle, l'incapacité de faire son propre emploi. Maintenant, vous avez, au terme d'une période habituellement de 2 ans, un changement de définition. La notion d'invalidité devient plus restrictive, et là, la personne doit être incapable d'effectuer non seulement son travail habituel, mais un autre emploi rémunérateur pour continuer à bénéficier de la prestation d'assurance. La définition type de l'invalidité non occupationnelle reprend dans ses premiers termes là, les éléments qu'on a vus, c'est-à-dire c'est un état d'incapacité qui découle d'une maladie ou d'un accident, donc cause interne versus cause externe, qui nécessite des soins médicaux et qui, cette fois, rend l'assuré totalement incapable, donc substantiellement incapable, d'effectuer tout emploi rémunérateur pour lequel la personne est raisonnablement préparée en raison de son éducation, sa formation, son expérience. Ça, il faut tenir compte du revenu antérieur de la personne pour déterminer quel est son emploi rémunérateur. Quel serait l'emploi rémunérateur? Toujours dans l'optique que la personne a été chercher cette protection-là pour, idéalement, être en mesure de maintenir le même niveau ou la même qualité de vie si elle n'était plus en mesure de travailler puis faire face à ses obligations financières. Alors, une personne qui gagnait 50 000 $ avant de tomber malade, elle payait une prime sur un salaire de 50 000 $. Elle est forcément plus assurée qu'une personne qui gagnait 25 000 $ et qui payait une prime sur un revenu de 25 000 $. L'emploi rémunérateur pour la personne qui gagnait 50 000 $ va être un emploi qui se rapproche plus de 50 000 $ que pour la personne qui en gagnait 25 000, où là, son revenu antérieur, l'emploi rémunérateur doit être considéré en fonction du revenu antérieur de la personne. Puis en assurance invalidité, on paye une prime en fonction du 1 000 $ gagné. Alors, plus la personne gagnait un revenu élevé, plus elle payait cher de prime. Donc, la protection doit suivre. Maintenant, l'emploi rémunérateur doit être un emploi pour lequel la personne est raisonnablement préparée en raison de son éducation, sa formation, son expérience. Alors, si la personne, par exemple, a toujours été travailleur manuel, et on lui demande on lui dit du jour au lendemain, vous seriez en mesure de faire un travail qui implique des connaissances en informatique, mais ça ne fonctionne pas si on n'a pas donné à cette personne-là ou offert une formation ou une mise à niveau, parce que là, cette personne-là n'est pas raisonnablement préparée en raison de son éducation, sa formation, son expérience, pour faire la transition vers un emploi complètement différent. Alors, il y a plein de facteurs à considérer lorsqu'on parle d'un autre emploi rémunérateur. La Régie des rentes ne tient pas compte de tous ces critères-là. Pour la Régie des rentes, une occupation véritablement rémunératrice, là, c'est une occupation qui générerait un revenu d'environ 15 000 $ par année. C'est 12 fois la prestation maximale. Tandis qu'en assurance, c'est très différent. Il y a un autre élément pour lequel il faut l'interpréter avec ces concepts-là en tête, c'est qu'en assurance invalidité, c'est tout ou rien. Si le risque est arrivé, si la personne est invalide, l'assureur doit payer la totalité de la prestation. Mais si la personne n'est pas invalide, l'assureur ne paye rien. Et la Cour d'appel a déjà fait ressortir cet élément-là, cette préoccupation-là, en disant que, comme c'est tout ou rien, on ne peut pas interpréter la clause comme offrant pas de prestation à un assuré dont le salaire avant sa maladie était de 25 000 $ par année, puis qui, après sa maladie, pourrait seulement gagner quelques milliers de dollars par année. Parce que c'est du tout ou rien. Puis, l'assureur, dans les contrats d'assurance collective, en général, ne couvrira pas l'invalidité partielle. Ça nous dit, par exemple, que l'assureur qui déciderait de couper la personne parce que son médecin dit qu'elle pourrait faire 1 journée ou 2 journées par semaine, ben, pas sûr que l'assureur a raison, parce que quand je lis cet extrait de la Cour d'appel,
Si la personne faisait 25 000 par année à 5 jours semaine, puis est seulement capable d'en faire 1 ou 2 par semaine, ben là, elle va gagner seulement quelques milliers de dollars par année. Et la stipulation ne peut pas être interprétée comme voulant dire qu'elle n'est plus, qu'elle n'est pas totalement invalide, parce que c'est tout ou rien. Également, l'autre emploi rémunérateur doit être de nature à procurer une qualité de vie comparable ou similaire à celle à laquelle la personne était habituée. Vous avez des polices d'assurance qui vont préciser dans le contrat que l'autre emploi rémunérateur doit être considéré comme tel dès qu'il confère 50% du revenu antérieur de l'assuré. Vous allez avoir des contrats qui vont dire ça, ou 67%, ou 70%, qui vont fixer des montants. À 50%, je ne suis pas convaincu que c'est une clause qui est légale. Il n'y a pas de jurisprudence sur cette question-là. Il y a des cas en Ontario qui ont été rapportés là-dessus. Au Québec, la jurisprudence nous dit qu'il faut que le revenu de l'emploi rémunérateur identifié par l'assureur ait une affinité avec le revenu antérieur de la personne. Mais souvent, c'est qu'il faut tenir compte du tableau global. Hein? La majorité des dossiers, les gens ont de la misère à se préparer le matin, puis ce qu'ils nous disent, c'est un coup que je me suis préparé pour aller travailler, j'ai plus d'énergie. Il faut penser que la personne doit se lever, avoir des soins d'hygiène de base, s'habiller, s'en aller au travail, faire sa journée, revenir, puis recommencer le lendemain. Alors, le critère, il faut en tenir compte sur une période de 5 jours semaine. Est-ce que la personne est en mesure de soutenir ce rythme-là, ou si elle va le faire 1, 2 jours, puis elle va casser? Alors, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est pas juste de dire, ah, vous avez un 7 heures d'aptitude ou un 5 heures d'aptitude dans votre journée, vous êtes capable de travailler. Oui, mais si sur le 5 heures, j'en prends 2, 3 pour me rendre au bureau, il n'en reste plus bien pour travailler. Également, dans l'analyse de l'invalidité non occupationnelle, on va tenir compte des caractéristiques propres de l'adhérent. Je vous ai parlé de la personne, par exemple, qui n'avait pas de connaissances informatiques. On va essayer d'identifier, dans ces cas-là, les habiletés transférables de la personne, c'est-à-dire le bagage qu'elle a, les compétences qu'elle a. Souvent, les assureurs vont même demander des tests psychométriques pour comprendre un petit peu les aptitudes de la personne, ses champs d'intérêt, et identifier un autre emploi compatible avec la personnalité de l'assuré. Dans le dossier de Desjardins contre Roby, vous aviez un monsieur Roby qui était boucher, qui avait été boucher toute sa vie, qui était sur le bord de la soixantaine, et il n'était pas en mesure de faire son travail habituel, et là, l'assureur voulait le replacer dans un domaine complètement différent. Et la Cour a dit, monsieur Roby, on ne peut pas lui exiger ça à un âge où il est pas mal plus proche de sa retraite. Il en reste moins à travailler en avant de lui qu'il y en a eu en arrière. Il faut tenir compte de l'âge de l'assuré aussi dans une certaine perspective. On va être plus exigeant en termes de réadaptation envers un assuré plus jeune qu'envers un assuré qui est plus proche de l'âge de la retraite. Et c'est normal parce que l'expectative sur le marché du travail va être plus longue pour l'employé plus jeune. Les principes d'interprétation d'un contrat d'assurance collective, premièrement, quand on achète de l'assurance invalidité, on achète de la sécurité. La Cour suprême, dans l'arrêt Fiedler contre Sun Life, a qualifié le contrat d'assurance collective comme étant un peace of mind contract. On achète ça, puis en payant la prime, on se dit on est en sécurité parce que si on n'est plus capable de travailler, l'assureur va payer. D'ailleurs, on regarde la publicité, il n'y a jamais de problème. Le monde est dans le hamac, le pina colada est à côté, puis le chèque rentre dans le compte de banque. Mais si c'est ça qu'on vend, non, mais c'est important, parce que si c'est ça qu'on vend, il faut après ça que quand ça arrive, c'est ça qui se passe, parce qu'on crée des attentes chez l'assuré. C'est un contrat de la plus haute bonne foi aussi. Un contrat de la plus haute bonne foi parce que l'assureur ne connaît rien de la condition médicale de la personne qui demande d'être assurée. C'est encore plus vrai en collectif, où vous n'avez pas de preuve directe de votre assurabilité.
vous êtes assuré parce que vous êtes activement au travail, vous entrez dans l'entreprise, puis on vous dit, on a ici un régime d'assurance collective, puis si tu travailles 3 mois ici, après 3 mois, tu es qualifié. Vous n'avez pas eu d'examen médical, mais vous êtes assuré. Alors, quand vous allez tomber malade, l'assureur va pouvoir vous en demander des renseignements parce qu'il ne connaît rien de votre condition, puis là, vous dites, je suis malade, je ne suis plus en mesure de travailler. Mais comme on va exiger énormément de bonne foi de votre part, vous pouvez également vous attendre à ce que l'assureur traite votre réclamation de la plus haute bonne foi également. Et puis, troisièmement, la finalité du contrat. C'est-à-dire, on achète de la sécurité, on veut maintenir un niveau de vie comparable à ce qu'on avait antérieurement, puis on compte sur le contrat d'assurance pour y arriver, puis on espère surtout payer une prime, puis jamais avoir à réclamer. C'est le plan de carrière de la personne. J'ai pas vu grand monde s'enrichir en tombant malade, puis en réclamant des prestations d'assurance invalidité. C'est pas vrai que c'est le plan de carrière du monde. L'autre effet spécial, le processus de réclamation. Alors, on est en présence d'une personne qui est assurée, ici, et là, la personne devient incapable de travailler et loge une réclamation à l'assureur. Alors, dans un premier temps, l'assuré est obligé d'informer l'assureur du sinistre, c'est-à-dire de la survenance de l'invalidité, dans les 30 jours où il en a connaissance. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'au bureau de l'employeur, on va avoir un formulaire qu'on va être invité à remplir pour soumettre une réclamation à l'assureur. C'est un formulaire en 3 parties où on a une partie à remplir nous-mêmes, une partie par l'employeur, puis une partie par le médecin traitant. Alors, on doit transmettre dans les 90 jours du sinistre, alors on doit aviser que le risque est arrivé et transmettre les preuves de perte, c'est-à-dire les renseignements auxquels l'assureur peut s'attendre sur les circonstances et l'étendue du sinistre. Si on ne le fait pas dans le délai, c'est pas dramatique, mais ça peut le devenir parce que si on est dans l'impossibilité d'agir, on n'est pas empêché de toucher la prestation pourvu que l'information soit transmise à l'assureur dans l'année du sinistre. Alors, si on attend plus d'1 an avant d'aviser l'assureur qu'on est tombé malade, ça se peut qu'on se fasse dire qu'il est trop tard. J'ai vu une cause passée en jurisprudence où la personne souffrait de fibromyalgie, puis elle disait, ben là, ça a pris 2 ans et demi avant que j'aille le diagnostic, fait que moi, je faisais pas de réclamation. Ah oui, mais t'as-tu arrêté de travailler? Oui. Ben, il fallait soumettre une réclamation au moment où le risque est arrivé, parce que ce qu'on indemnise, c'est un état d'invalidité. Donc, si la personne arrête de travailler en raison de son état, elle est en situation d'invalidité et elle doit aviser l'assureur. Le diagnostic, s'il n'est pas là, c'est pas grave. La réclamation, il faut qu'elle parte auprès de l'assureur. Le processus de réclamation. Alors, si l'assureur a reçu la réclamation, puis il dit non, je ne paye pas, l'assuré dispose d'un délai de 3 ans pour poursuivre l'assureur, en vertu de 29-25 du Code civil. Et il y a une nouvelle prescription qui débute à chaque mois, parce que c'est une prestation payable au mois. Donc, il y a une nouvelle prescription qui débute à chaque mois. Et si la personne réclame en vertu de ses conditions de travail via une procédure d'arbitrage de grief, là, il faut être beaucoup plus prudent. Là, j'invite les gens à consulter leur association ou leur syndicat parce que les délais peuvent être beaucoup plus courts en vertu de ce qui est prévu au Code du travail et n'excèdent pas, de manière générale, 6 mois. Le fardeau de preuve, c'est qui doit démontrer l'invalidité? C'est l'assuré. L'assuré qui prétend qu'il est invalide doit prouver son état d'invalidité en vertu de l'article 2803 du Code civil. C'est le principe général en matière de preuve. Celui qui réclame quelque chose doit le prouver. Mais si l'assureur paye la prestation, ben c'est qu'il admet que la personne répond à la définition d'invalidité. Il admet que le risque est arrivé. Alors, l'assureur qui paye admet l'invalidité. Il s'opère alors un renversement du fardeau de preuve. La personne réclame de l'assureur. La personne est couverte 2 ans contre son invalidité propre emploi. Elle soumet sa réclamation. L'assureur paye. L'assureur admet que la personne est invalide. Alors, si l'assureur coupe la prestation par après, ben là, c'est à lui à prouver que la condition de l'assuré s'est améliorée parce qu'il a reconnu l'invalidité. Par contre, au changement de définition,
Lorsqu'on passe d'une définition propre emploi à tout autre emploi rémunérateur, imaginons que l'assureur a payé pendant 2 ans pour le propre emploi, puis là, la définition change. Bien là, c'est à l'assuré à prouver qu'il répond à la deuxième définition qui est plus contraignante. Et comme c'est à l'assuré à prouver, et comme si l'assureur paye en vertu de cette deuxième définition-là, il admet que l'assuré répond à cette définition-là, plus contraignante, bien souvent, c'est au changement de définition que c'est plus dur d'obtenir un versement de prestation. Parce que l'assureur, avant d'admettre que la personne est incapable de faire un autre emploi puis de s'engager auprès d'elle, théoriquement, jusqu'à 65 ans, il va vérifier un petit peu plus. Puis c'est normal. Alors, dans un contexte non litigieux, c'est-à-dire où les parties ne se chicanent pas en justice, l'assuré a soumis une réclamation, l'assureur reconnaît l'invalidité, l'assureur a le droit de demander des examens médicaux. Parce que c'est un contrat de la plus haute bonne foi, la condition médicale de l'assuré peut évoluer. Puis c'est normal qu'à un moment donné, dans un processus de gestion, l'assureur demande à l'assuré de se faire examiner lorsqu'il est justifié de le demander en raison de la nature de l'invalidité. C'est l'article 2438 du Code civil, puis vous avez souvent dans le contrat d'assurance une disposition qui oblige l'assuré à se soumettre à un examen médical sur demande de l'assureur. Et si l'assuré ne se soumet pas à l'expertise, bien là, ce que l'assureur va dire, c'est, bien regarde, on n'est pas en mesure de poursuivre l'étude de votre dossier, fait qu'on va attendre que vous vous soumettiez à l'expertise, puis en attendant, on va suspendre les prestations. Fait que c'est assez dissuasif comme argument, puis les gens, plus souvent qu'autrement, vont aller à l'examen. Dans un contexte litigieux maintenant, un contexte litigieux, c'est un contexte où les parties ne se sont pas entendues, il y a un litige entre l'assuré et l'assureur, et là, on veut demander des rapports médicaux à l'assuré, puis des examens médicaux. Là, c'est plus la police, nécessairement, qui va régir les rapports entre les parties. C'est plus le code de procédure civile. Parce que là, les parties sont rendues en cours. Et c'est assez différent. Premièrement, la personne qui, dans un litige, met en cause son état de santé, elle renonce implicitement à la confidentialité de ses dossiers médicaux. Parce que l'assureur l'a assuré sans même faire un examen médical, plus souvent qu'autrement. Alors, il va être en droit de demander des informations de nature médicale à la personne et à ses médecins traitants. Et il y a une décision de la Cour suprême là-dessus. On ne peut pas faire grand-chose contre ça. Et le critère primordial, en pareil cas, demeure celui de la pertinence des informations recherchées. Vous avez même l'arrêt Gregg contre Smith et Nephew, où c'était des notes évolutives de psychologues que l'assureur avait demandé. Et le psychologue s'opposait à la communication des notes, comme c'est souvent le cas, parce qu'il estimait que ça pouvait compromettre la relation thérapeutique avec son patient. Et c'est allé jusqu'en Cour suprême. La Cour d'appel avait donné raison au psychologue, puis en Cour suprême, la Cour suprême a renversé la décision en disant si c'est pertinent à l'analyse de la question soumise au juge, ben c'est admissible en preuve. Évidemment, ce genre de preuve-là va être déposé sous scellé devant les tribunaux. C'est pas n'importe qui va pouvoir aller au greffe civil et demander de consulter les dossiers. Ils n'y auront pas accès. Mais il faut savoir que quand vous réclamez en justice, l'assureur peut aller chercher l'information pertinente. On ne remontera pas jusqu'à Mathusalem, là, mais l'information pertinente concernant l'assuré en matière médicale. Maintenant, les examens médicaux. Alors, l'assureur peut demander un examen médical en vertu de l'article 399 du Code de procédure civile. Dans toute cause susceptible d'appel, qui met en cause l'état physique ou mental d'une personne. En matière d'assurance invalidité, souvent l'assureur va demander un examen médical, une expertise médicale. L'assureur peut également demander une expertise additionnelle, mais ce n'est pas automatique. L'assuré peut s'opposer, et dans ces cas-là, c'est le tribunal qui va décider en fonction de la discrétion dont il dispose à l'article 399.1,
puis en fonction aussi du critère de proportionnalité. Il y a quelques jours, on a adopté un nouveau code de procédure civile au Québec qui va entrer en vigueur à l'automne 2015, puis qui prévoit des gros changements. Entre autres, sur le critère de proportionnalité puis le recours aux expertises, depuis plusieurs années, les assureurs nous disent que les recours aux expertises, ça alourdit les dossiers, ça coûte plus cher, c'est plus long. Puis si on est pour finir avec 2 experts d'un bord puis 4 experts de l'autre qui disent blanc puis noir, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, il y a une tendance lourde devant les tribunaux à limiter le recours aux expertises puis à favoriser le dialogue entre les parties. Et de plus en plus, on voit des juges qui disent c'est-tu vraiment nécessaire d'avoir 2, 3, 4 experts? Et on restreint ça en fonction, entre autres, de la valeur du dossier. Donc ça limite beaucoup la discrétion du tribunal, puis le critère de proportionnalité, ça limite, puis la préoccupation qu'ont les juges à ce que la justice reste accessible, ça limite de beaucoup le recours aux expertises par rapport à ce qu'on pouvait voir auparavant. Puis le nouveau code de procédure civile va faire en sorte que ça va être encore plus restreint. Un autre élément qui est important, dans un contexte litigieux, c'est que si l'autre examen qui est demandé par l'assureur est utile, il va être généralement autorisé lorsqu'il est complémentaire à l'examen initial. Souvent, vous avez un premier expert qui va expertiser la personne, qui va dire, dans mon champ de spécialisation, il y a tel élément, mais il y aurait un volet, je vous dirais, psychiatrique à valider ou à infirmer. Là, si on demande après ça une expertise en psychiatrie ou en psychologie, ça va être autorisé parce que le premier juge, le premier expert a dit, ça déborde ma compétence, puis ça serait nécessaire pour avoir un tableau complet de l'état de la personne. Alors, souvent, dans ces cas-là, les tribunaux vont l'autoriser, l'examen additionnel. Mais si c'est dans le même secteur de spécialisation, puis on a déjà une expertise, le juge va dire, à quoi ça sert d'en avoir une deuxième si on en a déjà une? L'idée, c'est pas de les accumuler. Et l'examen additionnel, surtout dans des cas de syndrome de fatigue chronique ou des pathologies où il est difficile d'objectiver les symptômes, souvent ce qu'on va autoriser, c'est des évaluations neuropsychologiques ou encore des évaluations des capacités fonctionnelles où on va tenter de faire passer des tests standardisés à une personne où on va essayer de simuler une capacité de travail sur quelques jours. Et ça peut être des examens également qui sont autorisés dans un contexte judiciaire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si la personne examinait le désir dans un contexte judiciaire, elle peut être accompagnée de l'expert de son choix. OK? Son avocat ne peut pas être là parce que l'avocat de la personne, même s'il était là, il ne sera pas en mesure de poser un jugement critique sur le travail fait par l'autre expert. Mais un expert dans le même domaine de spécialisation qui est là et qui regarde l'autre expert travailler, il peut commenter le rapport d'expert, puis il peut avoir une idée critique sur le déroulement de l'expertise. Il y a une décision importante qui est sortie en 2013. C'est l'affaire Industrielle Alliance contre Lebel, où Mme Lebel s'était fait demander de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles, justement pour évaluer son niveau de tolérance puis de fatigue. Et Mme Lebel a été accompagnée de l'expert de son choix qui a documenté les tests qui avaient été effectués par l'expert de l'autre partie, puis qui a produit un rapport au dossier de la Cour. Et la Cour d'appel a confirmé dans l'arrêt Lebel que l'expert qui accompagne la personne, il est utile parce qu'il peut être témoin des tests, puis par voie de conséquence, peut être en meilleure position pour souligner les forces puis les faiblesses de la méthodologie de l'autre expert, avoir un regard critique sur le déroulement de l'expertise, analyser le rapport médical de l'expert engagé par la partie adverse, le critiquer et soumettre au besoin un rapport supplémentaire ou complémentaire, et faire lui-même ses propres constatations. L'expert qui est là et qui voit une évaluation des capacités fonctionnelles est en mesure de porter un regard critique sur la capacité de la personne à effectuer ou non un travail en fonction des résultats de l'examen auquel elle a assisté. Je vais vous donner un exemple. Imaginons une personne qui souffre
d'une pathologie qui occasionne beaucoup de fatigue, de douleur, qui se soumet à une évaluation des capacités fonctionnelles, l'évaluateur n'est pas dans sa peau. Et puis si la personne, à un moment donné, dit « ça me fait mal, je suis plus capable, je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer », bien l'autre expert a deux choix. Il peut la croire ou il peut dire « ben moi je trouve que vous refusez de collaborer ». S'il n'y a pas d'expert accompagnateur, ça va être la parole de la personne contre la parole de l'expert. S'il y a un expert accompagnateur, ça va être très différent. Le niveau de preuve. Alors, est-ce qu'on doit prouver de manière scientifique qu'on est atteint, par exemple, du syndrome de fatigue chronique? Non. En droit, on ne fonctionne pas comme ça. C'est les médecins qui fonctionnent comme ça, mais nous, on est des avocats puis des juges. Alors, en droit, c'est la causalité juridique. C'est la prépondérance des probabilités. En droit, on doit démontrer que ce qu'on essaye de prouver est plus probable que ce que l'autre partie avance. C'est 50% plus 1. Donc, le tribunal ne peut pas exiger en droit civil une preuve de la nature du hors de tout doute raisonnable, comme par exemple en droit criminel. En droit civil, c'est vraiment 50% plus 1. Le meilleur exemple de ça, c'est l'arrêt Saak contre Vigée, où Mme Vigée se promenait en voiture à un moment donné, se fait rentrer dans le derrière, et puis il développe un problème au niveau dorsal, au niveau du cou. Et dans les mois qui suivent, elle fait une réclamation à la SAC, dans les mois qui suivent, elle développe des douleurs un peu partout, puis la fibromyalgie s'installe. Et là, elle fait une réclamation additionnelle à la SAC en disant, ben moi, la fibromyalgie, je veux que ça soit reconnu comme étant relié comme une conséquence de mon accident d'auto. Et puis elle a un expert qui vient témoigner devant le tribunal, puis là, on lui pose comme question à l'expert, êtes-vous en mesure, hors de tout doute, de relier la fibromyalgie à l'accident d'auto? Il dit non. Il dit, on ne sait pas l'étiologie de la fibromyalgie. Je ne viendrai pas vous dire que ça découle directement de l'accident d'auto, mais ce que je peux vous dire, comme expert, c'est que je ne vois pas d'autre cause que l'accident d'auto pour expliquer l'apparition de la fibromyalgie. Ça m'a l'air d'être la cause la plus probable. Mme Vigée a perdu. Mme Vigée a monté le dossier jusqu'en cour d'appel. Et la cour d'appel a dit que le critère de preuve qu'on avait exigé à Mme Vigée, il était trop exigeant, parce qu'on lui avait demandé de faire une preuve de nature scientifique sur la relation entre l'accident d'auto et la fibromyalgie, alors qu'elle n'avait qu'à faire une preuve par prépondérance de probabilité. Donc, Mme Vigée, elle a gagné. Parce que, à partir du moment où son expert dit « Moi, je ne vois pas de cause plus probable que l'accident d'auto pour expliquer la fibromyalgie », bien là, c'est à l'autre partie à dire qu'il y a une cause plus probable. Si l'autre partie ne fait pas cette preuve-là, elle a satisfait à son fardeau de preuve. Alors, le 50% plus 1, la prépondérance des probabilités, c'est notre critère en droit civil. Quand on a des médecins experts, il faut leur rappeler cette réalité-là. Hein? Parce que souvent, ça va se terminer par une question de crédibilité. Vous allez avoir des experts d'un côté qui vont dire la personne est capable de travailler. Vous allez en avoir de l'autre côté qui vont dire elle n'est pas en mesure de travailler. Entre les deux, il reste la personne qui réclame. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que ses symptômes sont crus par le tribunal? Est-ce qu'elle a des personnes pour la corroborer? Des proches? Qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Y a-t-il du monde qui la connaissait avant, qui la connaissent maintenant? C'est avec une preuve comme celle-là, souvent, qu'on va faire pencher la balance, par prépondérance de preuve, parce que là, la version de la dame, avec tous les témoignages factuels qui s'accumulent, va devenir plus probable que la version théorique de l'expert de la partie adverse, qui va dire, ben moi, je pense qu'elle serait capable de travailler parce que j'ai rien trouvé. Oui, mais... Alors, question de crédibilité, mais question aussi de prépondérance des probabilités. Un autre effet spécial ici, pour votre seul bénéfice. Deux sortes de témoins. Vous avez des témoins de fait puis des témoins d'opinion. Les témoins de fait, c'est les témoins ordinaires, c'est-à-dire des gens qui ont vu des choses, les proches de la personne elle-même, ses amis, ses collègues. Ça, c'est des témoins de fait ou des témoins profanes. Puis vous avez des témoins experts qui, eux, viennent pas rapporter des faits dont ils ont eu personnellement connaissance, mais qui regardent le dossier puis qui donnent leur opinion personnelle. Un témoin de fait ne peut pas donner son opinion.
Un témoin expert peut dire, moi j'ai regardé tout ça, puis en raison des connaissances dont je dispose, je dis que. Le but de la preuve d'expert consiste justement à éclairer le tribunal sur une question qui ne relève pas de la compétence du tribunal. La force probante de la preuve d'expert, c'est les faits qui sous-tendent les conclusions de l'expertise doivent être prouvés. Une expertise, je dis souvent que c'est une maison sur pilotis. L'expert va émettre sa conclusion, mais il faut qu'elle soit basée sur des faits. Les faits qui sont mis en preuve. Si l'expert dit, par exemple, la preuve que j'ai, c'est que la personne est capable de vaquer à ses activités quotidiennes, la personne fait des sorties, la personne fait ci, fait ça, donc j'en conclus qu'elle est en mesure de travailler. Et si la personne témoigne à l'effet contraire, qu'elle est corroborée par d'autres mondes, bien là, le tableau factuel sur lequel cet expert-là s'appuie, il perd de sa force probante et les conclusions de l'expertise deviennent sujettes à caution à cause de ça. C'est particulièrement vrai en matière psychiatrique, ça, dans l'arrêt Larraine contre AB, parce que le psychiatre va rendre son expertise à partir de ce que la personne va lui dire. Donc, c'est tout du oui-dire. Il faut que les éléments sur lesquels l'expert se fonde n'aura pas de base sur laquelle s'appuyer, puis elle va s'effondrer. Il n'y a pas de hiérarchie entre expert et témoin ordinaire. Le juge peut décider, dans le cadre, après avoir entendu les témoins, moi, c'est cette personne-là que je crois, et ça se termine. Et ça participe du pouvoir du tribunal. Par contre, il y a des décisions qui ont conclu que lorsque les opinions des experts étaient partagées, d'un côté et de l'autre, assez tranchées, puis qu'il y avait des différences importantes entre les experts des deux parties, que le tribunal pouvait s'en remettre à la preuve des témoins ordinaires, les autres témoins. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Et en fonction de ce qu'eux disent, est-ce qu'ils accréditent plus une version que l'autre? Alors, je vais terminer rapidement sur les conséquences de l'invalidité sur le lien d'emploi. Alors, le contrat de travail, comme son nom l'indique, vise à dispenser une prestation de travail. Et le salarié invalide, par définition, est incapable de rencontrer cette prestation de travail-là. De sorte que il se peut qu'au bout d'un certain temps, on soit en présence de ce qu'on appelle un deception of contract, c'est-à-dire que le contrat de travail ne peut plus être rencontré par la personne incapable, puis là, ça peut avoir des conséquences sur le lien d'emploi. La loi sur les normes du travail prévoit à l'article 79.1 que la personne qui a au moins 3 mois de service continu peut s'absenter du travail pour cause de maladie jusqu'à 26 semaines sur une période de 12 mois. Donc, elle ne pourra pas se faire congédier parce qu'elle a été malade moins de 26 semaines à l'intérieur d'un délai d'1 an. Ça, c'est la loi sur les normes du travail qui la protège contre un congédiement pour cause de maladie pour une absence de moins de 24 semaines sur 1 an. 26 semaines, excusez-moi. Le contrat de travail peut prévoir une protection d'emploi supérieure à celle prévue à la loi sur les normes du travail. Vous avez, entre autres, dans le secteur de la santé, les infirmières qui tombent malades ne seront pas congédiées avant de s'être absentées 3 ans. Alors, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus généreuses que ce qui est prévu à la loi sur les normes, parce que la loi sur les normes, c'est vraiment un plancher. Et là, si l'employé est congédié parce qu'il est toujours incapable de travailler au terme de la période prévue au contrat de travail, bien là, il y a une analyse maintenant qu'on fait en matière d'accommodement, voir si la personne pourrait être accommodée via un retour au travail, mais encore faut-il qu'il y ait une réelle capacité de retour, puis un pronostic raisonnable, puis un échéancier de retour au travail. Lorsque les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies dans un avenir prévisible, bien, l'obligation d'accommodement va être jugée excessive pour l'employeur. Dans l'arrêt Hydro-Québec, c'est quelqu'un qui était, je vous dirais, accommodé par son employeur depuis plusieurs années, qui n'était pas plus en mesure d'effectuer une pleine tâche de travail, qui faisait seulement 3 jours semaine, si je ne me trompe pas. Et la Cour suprême a dit que l'obligation d'accommodement ne va pas jusqu'à modifier le poste, jusqu'à créer un poste en fonction des capacités de la personne. Donc, la personne qui est plus capable de rencontrer les exigences fondamentales de son travail ne pourra pas revendiquer par le biais d'un accommodement une modification de son cadre de travail. Je sais pas. Oui, alors, si la personne perd son emploi parce qu'elle est justement incapable de revenir au travail,
mais qu'elle est invalide, ben, l'assureur va être obligé de continuer à payer la prestation, même malgré l'échéance du contrat de travail, parce que l'invalidité, elle survient une fois au début, et elle se poursuit à chaque mois, mais c'est l'invalidité initiale que l'assureur indemnise et sa continuité. Ce qui veut dire que la personne a un droit acquis à la prestation lorsqu'elle tombe invalide et tant qu'elle le demeure en vertu du contrat. Et deuxièmement, si l'assureur, à l'égard d'un employé invalide, veut que celui-ci s'engage dans un programme de réadaptation adapté à sa condition, il peut évidemment le faire. La personne doit minimiser ses dommages, être sous les soins d'un médecin, faire ce qu'elle doit faire pour recouvrer la santé. Mais encore faut-il que le médecin soit d'accord, le médecin traitant soit d'accord avec le programme de réadaptation. Parce que si le programme est de nature, n'est pas adapté à la personne, puis risque de faire plus de dégâts ou d'aggraver la condition de la personne, bien là, le médecin ne sera pas nécessairement d'accord avec le programme, puis la personne doit être sous les soins de son médecin, puis faire ce que son médecin lui dit pour avoir droit à prestation. Fait que là, c'est un damned if you do, damned if you don't. En jurisprudence, ce qu'on nous dit, c'est que si l'assureur n'a pas l'accord du médecin traitant, il ne peut pas demander à l'assuré d'initier une démarche de réadaptation qui n'a pas l'accord de son médecin.